J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut les fans de fiction, je suis Olivier et vous me retrouvez aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de science-fiction Sauce Fiction, le podcast dédié à la science-fiction et au monde de l'imaginaire. Bientôt le mois de juillet et pour certains, bientôt les vacances, alors j'espère sincèrement que vous profiterez de cette période pour lire un peu, voire même beaucoup. Prenez le soleil, bien sûr, tant qu'il y en a, profitez-en, pour regarder également le monde autrement qu'à travers vos écrans. Et surtout, ouvrez un livre de SF. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous proposer un livre qui va vous faire plonger dans un récit fascinant et toujours aussi pertinent quant à sa thématique, puisque ce livre est sorti il y a à peu près 40 ans, en 1984. Nous allons parler des Menhirs de glace, un livre écrit par Kim Stanley Robinson, un roman qui explore des thèmes profondément ancrés dans notre réalité, parce qu'il nous invite à nous interroger sur des questions existentielles, essentielles de notre mémoire. Ça nous parle également d'histoire et de vérité, et nous allons le voir ensemble pour découvrir cette œuvre riche et complexe qui mérite d'être redécouverte. Il faut savoir que Les Menhirs de glace est le deuxième roman publié par Kim Stanley Robinson, également connu sous ses initiales KSR, sur certaines de ses publications, notamment les nouvelles. Ce roman est en réalité un fix-up, c'est-à-dire une compilation de 2 nouvelles précédemment publiées, mais avec une section centrale inédite pour cette publication-là. Et surtout, ce roman préfigure nettement certains des joyaux de la bibliographie de KSR, en particulier la trilogie martienne, publiée 10 ans plus tard, une trilogie qui spécule sur la colonisation d'autres planètes du système solaire et inclut des descriptions de villes développées sur Callisto, Mercure et Vénus. Dans la première partie des Menhirs de glace, l'auteur va s'interroger sur les équilibres chimiques et écologiques nécessaires pour un voyage interstellaire. D'ailleurs, c'est une thématique qui marquera KSR puisqu'il développera de manière plus détaillée ce concept dans Aurora. C'est un autre de ces récits qui nous permet d'embarquer dans un vaisseau générationnel qui emmène 2000 passagers à une vitesse de 10% de celle de la lumière vers Tau Ceti, un monde situé à environ 12 années-lumière de la Terre. Le voyage prendra presque 200 ans, au cours duquel 6 générations de passagers vont se succéder à bord. Mais pour revenir au roman qui nous intéresse aujourd'hui, Les Menhirs de glace, bien sûr, c'est le roman que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, découvrir ensemble. C'est un des thèmes centraux ici de ce roman est l'idée que l'humanité a développé un traitement permettant de vivre plus de 1000 ans. Toutefois, il y a une petite particularité, c'est que notre cerveau n'est pas capable de suivre ce rythme d'évolution et seules les mémoires, qui correspondent à une espérance de vie naturelle, soit environ 100 ans, restent accessibles. Il y a donc une déperdition de la mémoire qui s'initie après ce délai et tous les souvenirs les plus anciens sont alors effacés ou enfouis pour ne jamais ressurgir. Enfin, jamais. Ressurgir peut-être occasionnellement et involontairement lors de fortes résurgences émotionnelles chez une personne. Pour pallier cette limitation, les gens rédigent des autobiographies destinées à leur moi du futur, qui au fur et à mesure devient presque une personne totalement différente. D'ailleurs, pour la petite histoire, KSR a repris ce concept de mémoire limitée dans la trilogie martienne dont je vous parlais il y a quelques instants. On voit bien que c'est un thème qui a une certaine importance pour Kim Stanley Robinson. Le thème de la mémoire limitée et de la réécriture de l'histoire dans Les Menhirs de glace trouve aussi des échos dans d'autres œuvres littéraires, par exemple dans La machine à explorer le temps de H.G. Wells, où le protagoniste, le voyageur temporel, se confronte à des réalités changeantes et des temporalités différentes à chaque saut dans le temps. Ses souvenirs de voyage se confrontent alors constamment à de nouvelles versions de la réalité, remettant en question sa perception et sa compréhension de l'histoire. Cette confrontation entre mémoire et réalité, présente chez Wells et Robinson, souligne en fait la fragilité de notre capacité à structurer nos souvenirs face aux forces du changement et de l'oubli naturel. On peut faire aussi un autre parallèle avec L'Homme démoli, un roman d'Alfred Bester, un auteur que j'ai déjà eu le plaisir de vous présenter ici sur Sauce Fiction à travers un autre de ses romans, Terminus les étoiles. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode de ce podcast
Dans L'homme démoli, Bester explore la manipulation de la mémoire et la construction de l'identité à travers le prisme des capacités télépathiques. Dans son roman, il utilise la télépathie non seulement comme un dispositif narratif, mais aussi comme un moyen d'examiner comment les pensées et les souvenirs peuvent être altérés pour manipuler la réalité perçue. Son personnage, Lincoln Powell, le préfet de police, doit naviguer à travers un réseau complexe de manipulation mentale pour résoudre un meurtre, un événement qui ne s'est pas produit depuis 79 ans. Cette exploration complexe de la mémoire et de l'identité fait directement écho au thème des Menhirs de glace, où les personnages, eux aussi, doivent également naviguer dans un labyrinthe de souvenirs et de vérités manipulées pour découvrir leur véritable histoire. Si vous en avez l'occasion de lire ce roman, eh bien, je vous invite à le faire. D'ailleurs, vous trouverez tous les liens des livres que nous explorerons aujourd'hui et que je cite en référence dans la description. Le roman Les Menhirs de glace est structuré autour de 3 récits principaux, chacun apportant une perspective unique et contribuant à la richesse de cette intrigue. Le premier récit concerne un personnage central, Emma Vale, spécialiste en système de support de vie. 2 de ses anciens amis lui demandent de l'aide pour rendre viable leur astronef interstellaire, un appareil assez particulier qui est le premier de son genre. Initialement réticente, Emma accepte finalement de les aider avant de retourner sur Mars, sa planète d'origine, parce qu'au même moment, une révolution éclate contre les corporations et l'État policier inféodé à la Terre. Mars étant sa planète d'origine, comme je vous l'ai dit, elle rejoint les rebelles avant la destruction de la ville de New Houston. Mais avant de quitter l'astronef interstellaire, Emma aperçoit tout de même les plans d'une structure circulaire plutôt étrange. Ce scénario m'a rappelé Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, où la découverte d'un objet spatial mystérieux conduit à des explorations et des révélations qui changent la perception des personnages de leur univers. Comme Clarke, Robinson utilise la découverte scientifique comme un moteur narratif pour explorer des thèmes beaucoup plus larges. Dans le deuxième récit, des Menhirs de glace, 3 siècles se sont écoulés après Emma. Hjalmar Nederland est le protagoniste, c'est un archéologue martien qui obtient enfin l'autorisation de fouiller les sites des villes détruites pendant la sédition, et notamment celle de New Houston, où il a grandi, après le désastre. Ces découvertes vont contredire le narratif officiel selon lequel des cités auraient été détruites par les rebelles. Cette conclusion, il l'a déduit du journal d'Emma qu'il a exhumé lors de fouilles archéologiques. Mais lorsqu'un cercle de menhirs de glace, surnommé Ice Age, allusion directe à Stonehenge, est découvert au pôle nord de Pluton, Hjalmar fait le lien avec la structure circulaire mentionnée dans le journal d'Emma. Quand on lit cette nouvelle, on remarque les différents points communs avec la trilogie martienne, à tel point qu'on peut presque la considérer comme une sorte de préquel à ce cycle. Ce deuxième chapitre est assez comparable également au Dépossédé d'Ursula K. Le Guin, où un scientifique remet en question les structures de pouvoir établies et découvre des vérités cachées. Comme Le Guin, Robinson va examiner comment les découvertes scientifiques et archéologiques, pour le coup, peuvent défier le narratif politique et historique. Plus loin dans le temps, dans un 3e récit, nous allons rejoindre cette fois-ci Edmond Doya, arrière-petit-fils de Hjalmar, qui lui aussi va remettre en cause certaines des découvertes et théories de son ancêtre. Il va jeter le doute sur la fiabilité des événements relatés dans les 2 parties précédentes que nous avons explorées ensemble déjà, ce qui va nous déstabiliser dans notre lecture, nous, le lecteur. Parce qu'en fait, Edmond pense que ce qui nous a été raconté, il s'agit en fait d'une sorte de mystification. Tout comme le récit de Hjalmar, celui d'Edmond s'interroge sur la manipulation et la réécriture de l'histoire, que ce soit par des gouvernements ou de riches individus. Il explore également notre tendance à ne voir que les faits que nous désirons voir finalement. Nous portons tous des œillères qui nous dévoilent que ce que nous avons envie d'accepter dans notre propre réalité. Le reste finalement n'existe pas ou peu, et finalement ce reste peut même nous faire du tort. Ce principe peut nous rappeler La vie mode d'emploi de Georges Perec, qui n'est pas un livre de SF, je conçois, mais où la narration fragmentée et les multiples points de vue créent une mosaïque de réalités subjectives qui laisse le lecteur incertain de la vérité, de la véracité même de la vérité. Robinson, comme Perec, joue avec cette structure narrative pour explorer la relativité de toute vérité. Donc voilà,
que l'on se retrouve avec 3 temporalités et surtout avec des personnages complexes et profondément humains dans cette histoire, chacun apportant une dimension unique et surtout très particulière à l'intrigue et à ce qui est réellement la vérité de l'histoire. Emma Vale, dans un premier temps, qui est une spécialiste des systèmes de support de vie, qui est très pragmatique ainsi que dévouée à son travail. Son rôle dans la création du premier astronef interstellaire est vraiment crucial, vous allez le découvrir. Et ces découvertes influencent toutes les générations futures. Emma me fait penser à tous ces personnages de l'île mystérieuse de Jules Verne qui utilisent leurs compétences techniques pour essayer de surmonter des défis insurmontables dans un environnement totalement hostile. En avançant un petit peu plus dans le temps, nous redécouvrons donc Hjalmar Nederland, l'archéologue déterminé, qui est motivé par sa quête principale. Ces découvertes vont remettre en question le narratif officiel et ouvrent la voie à des interprétations nouvelles de l'histoire. Hjalmar est similaire au personnage principal, par exemple des archives de Rorschach de Brandon Sanderson, un chercheur passionné par la découverte de vérités anciennes qu'il faut découvrir au moins une fois en lecture. Je vous invite à le faire si vous en avez l'occasion. Et enfin, au terme d'une 3e histoire, avec quelques centaines d'années supplémentaires, nous découvrons Edmond Deuil, le plus sceptique et le plus réfléchi des 3 personnages, qui représente réellement la quête perpétuelle de cette fameuse vérité. Il remet en cause les récits même de ses prédécesseurs, soulignant la complexité et la fragilité de la mémoire humaine. Edmond est vraiment comparable à Winston Smith de 1984 de George Orwell, un homme qui cherche la vérité et rien que la vérité dans un monde où la manipulation et le mensonge sont la pensée unique de cette société. Ce thème est particulièrement intéressant avec notre propre société et avec la manière dont les personnes que nous côtoyons quotidiennement, nous y compris, car nous avons tendance à la manipulation de l'information de façon presque naturelle et inconsciente aujourd'hui, c'est un fait. Aujourd'hui, les fake news, les deepfakes et les narratifs biaisés façonnent notre perception de la réalité depuis quelques années. C'est une évolution des systèmes de propagande qui ont évolué finalement au fil des années, au fil des siècles, que nous retrouvons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Les gouvernements, les entreprises et même les personnes peuvent manipuler l'information pour servir leurs intérêts, même minimes, tout comme les personnages de Kaiser le font et naviguent à travers des vérités fragmentées qui seront contestées un jour. Par exemple, nous sommes tous conscients que nos réseaux sociaux amplifient la désinformation, créent des bulles de réalité où les faits objectifs sont souvent remplacés par des opinions subjectives et des rumeurs. La morale du récit de Robinson, où la quête de vérité est entravée par des mémoires manipulées et des narratifs officiels falsifiés, nous rappelle alors l'importance de notre propre vigilance et de notre esprit critique pour faire face à des informations qui semblent très crédibles et pourraient remplacer quand même la vérité avec l'effet de masse et le temps qui passe. Nous devons alors, nous aussi, constamment remettre en question les sources d'informations, chercher des preuves solides et diversifiées et reconnaître notre propre biais cognitif. La lutte pour la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est essentielle dans un monde fictif comme celui des menhirs de glace, mais il est tout aussi crucial dans notre société en pleine mutation des pratiques de communication. En promouvant la transparence et en défendant les faits objectifs, nous pourrons alors peut-être contrer la manipulation de la vérité et préserver une société éclairée et informée. Je dis peut-être parce que même au sein de nos institutions, la vérité se transforme pour ne laisser place qu'à un narratif qui sert le pouvoir en place et qui répond à une seule volonté, nous manipuler et obtenir de nous notre adhésion. Donc on voit bien que le menhir de glace explore la fragilité de la mémoire humaine et la facilité avec laquelle l'histoire peut être manipulée, transformée, modifiée. Robinson nous rappelle l'importance de toujours poser des questions et de chercher la vérité sans aucune compromission, même lorsque celle-ci est inconfortable. Manipuler la mémoire, cette manipulation-là, est le dernier bastion de l'histoire qui sera un jour totalement conquis par celles et ceux qui nous gouvernent. Et c'est aussi un avertissement qui nous a été transmis par le biais de romans de science-fiction, comme un autre roman, Ubik, de Philip K. Dick, où la réalité elle-même est sujette à des altérations constantes. Comme lui, Robinson explore les implications profondes de la subjectivité de la vérité et la manière dont elle peut être façonnée par ceux qui détiennent le pouvoir. C'est donc qu'à une époque où il explorait activement les thèmes de la longévité de vie et de la colonisation spatiale, ses recherches et ses expériences personnelles ont influencé la création même de ce roman. À sa sortie, le livre a d'ailleurs été bien reçu par la critique pour sa profondeur thématique et sa richesse narrative,
ce qui a permis à d'autres auteurs de science-fiction de s'en inspirer, ce qui a fait de ce roman finalement une œuvre respectée dans le genre. L'influence de Robinson est vraiment visible dans des œuvres contemporaines telles que The Expanse de James S. A. Corey, où les questions de mémoire, d'histoire et de vérité sont également au centre de l'intrigue. La profondeur thématique et la construction minutieuse de l'univers de Robinson ont inspiré une nouvelle génération d'auteurs à explorer des récits riches et complexes. Un autre exemple, plus contemporain celui-ci, est celui du problème à 3 corps de Liu Cixin, qui explore également des thématiques de mémoire, d'histoire et de survie à une échelle cosmique. Liu, comme Robinson, utilise la science-fiction pour poser des questions profondes sur la nature de la réalité et notre place même dans l'univers. Les Menhirs de glace est une œuvre qui explore des thèmes universels qui nous touchent tout un chacun. Les personnages multidimensionnels et l'intrigue bien construite en font une lecture incontournable et divertissante. Robinson nous pousse à vraiment ici réfléchir sur comment notre histoire est construite, comment elle est conservée, ainsi que sur les implications de la longévité humaine sur la mémoire collective. À travers ses personnages et ses récits entrelacés, Robinson nous offre une méditation profonde sur la vérité et la manière dont elle peut être manipulée. Avant de conclure ce podcast, j'aimerais tout de même vous laisser avec cette question. En quoi notre perception de la vérité est-elle influencée par les récits que nous choisissons de croire? Et comment pouvons-nous naviguer dans un monde où l'information est constamment manipulée et transformée? Comment faire pour garder la vérité comme seul narratif? C'est ce que vous vous demandez peut-être maintenant. Pour préserver finalement cette vérité dans nos actes quotidiens, je dirais qu'il est essentiel d'adopter une approche sceptique et analytique. Cela signifie vérifier les sources des informations que nous recevons, croiser les données et ne pas prendre pour argent comptant tout ce que nous lisons ou entendons. Diversifier nos lectures pour inclure des perspectives variées est également un point crucial. En exposant nos esprits à différentes opinions et points de vue, nous développons alors une vision globale et surtout une vision plus équilibrée, mais aussi plus nuancée des événements, ce qui nous permet de mieux discerner la vérité. Il est également important d'être conscient de nos propres biais cognitifs qui peuvent nous amener à préférer des informations qui confirment plutôt nos croyances préexistantes. Reconnaître ces biais, en fait, ça nous aide à rester ouverts à des informations contradictoires et à ajuster nos opinions en conséquence. Parce que personne n'est parfait et personne ne détient la vérité. Il est crucial de promouvoir cette transparence et cette honnêteté dans nos interactions personnelles et professionnelles, même si c'est désagréable de prime abord. Car en encourageant un dialogue ouvert et respectueux, nous contribuerons à construire une culture de la vérité et de la confiance. Cela signifie simplement, concrètement, être honnête dans nos communications, admettre nos erreurs et valoriser la vérité plutôt que les avantages personnels. Enfin, l'éducation joue, bien sûr, un rôle clé dans la préservation de la vérité, en enseignant aux générations futures les compétences nécessaires pour évaluer l'information de manière critique. Nous les armons contre la manipulation et la désinformation. Les cours sur la pensée critique, les médias et l'information sont essentiels pour développer une société capable de naviguer dans un paysage médiatique complexe et souvent trompeur. En conclusion, je vous dirais que les menhirs de glace nous rappellent que la quête de la vérité est un effort, mais un effort constant et collectif. Il est donc de notre responsabilité de défendre cette vérité pour maintenir une société éclairée et informée. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié le thème et le roman d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Vos retours sont précieux et m'aident beaucoup à continuer à produire du contenu de qualité, j'espère. Partagez cet épisode avec vos amis, votre famille, avec votre réseau et discutons ensemble des thématiques fascinantes de la science-fiction et de la littérature. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire. Depuis une semaine, vous pouvez aussi me retrouver sur le portail de Unification France, le portail d'actualité sur les nouveautés cinéma, séries, livres, loisirs liés aux univers de l'imaginaire. J'y ai ma rubrique. Le lien est en description, vous le retrouverez facilement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer les univers captivants de la littérature de science-fiction. Prenez soin de vous et gardez l'esprit critique. À bientôt, les fans de fiction.
humains ne pourriez pas croire.